On va poursuivre du coup avec une table ronde. Donc suite à la présentation des enjeux agricoles, vous voyez que ça pose des questions sur ces enjeux. On voit bien que ça dépasse juste le monde agricole. On a parlé surtout ce matin aussi des acteurs de l'aménagement, enfin, de manière assez large, que ce soit des collectivités ou des urbanistes. On pense à Terre de Liens que ces acteurs ont un rôle à jouer sur la préservation des terres agricoles et pour favoriser le renouvellement des générations. Comment? Pourquoi? Toutes les questions sont ouvertes là-dessus. L'idée, c'est d'en discuter un peu ensemble, voir si on a des exemples aussi. Donc, autour de la table, il y a monsieur... Oui, on n'a pas de table, mais en tout cas, on est en rond quand même. C'est une table ronde. Donc, monsieur Sylvain Estager, qui est élu à la commune de Villeneuve-d'Ascq, donc adjoint aux finances et qui porte le concept de ville nature et nourricière, donc vous pourrez nous en parler. Monsieur Dominique Foss, donc, qui est directeur opérationnel du Pas-de-Calais à la SAFER de France. Donc la SAFER, c'est Société d'aménagement foncier et d'établissement rural. C'est une société qui est sous tutelle de l'État, donc ministère de l'Agriculture et des Finances, et qui a des missions d'intérêt général. Elle est issue des lois d'orientation agricole des années 60 et elle a un rôle de régulation du foncier agricole et d'observation aussi du marché foncier agricole. Pareil, vous nous en direz plus. Et Éléonore Drouet, donc, qui travaille au CERD, qui est chargée de mission territoire en transition. Donc, le CERD, c'est un centre de ressources du développement durable qui est basé à Los Angeles depuis 2001 et qui outille et accompagne des acteurs dans leur transition. Quelle transition? Donc on a deux acteurs régionaux et un acteur plus local justement sur une commune. Ma première question, c'est quelles sont vos missions et tout de suite, quels sont vos liens avec le domaine de l'aménagement dans vos fonctions? Alors, les missions qui sont les miennes dans l'aménagement, en fait, moi, je suis l'adjoint aux finances, au marché et à l'urgence écologique. Donc, évidemment, les questions, les impératifs autour de la question écologique portent sur des enjeux qui sont des enjeux climatiques, de sobriété. La ville est historiquement très engagée sur cette question et on a un deuxième enjeu extrêmement important sur lequel on s'est engagé, c'est la biodiversité. Et finalement, la question agricole, pour nous, est rentrée principalement dans le cadre du prisme de la restauration, on va dire, de la préservation de la biodiversité à Villeneuve. Ça, c'est quelque chose d'historique, parce que pour bien mettre en perspective, et c'est presque un peu curieux d'intervenir ici par rapport à votre débat précédent, parce que Villeneuve, il ne faut pas l'oublier, historiquement, c'est une ville nouvelle qui avait été calibrée à l'époque à 110 000, 120 000 habitants, et que le maire historique, qui est toujours le maire actuel, Gérard Coudron, a délibérément choisi de bloquer à 64 65 000 habitants. Et pour ce faire, il a bloqué un tiers de l'espace municipal en espace agricole, en espace nature, les lacs. Pour ceux qui connaissent le lac du Héron, c'est une marina les pieds dans l'eau potentiellement. Vous avez, pas loin de 20 000 logements qui peuvent être construits autour du lac. Et les paysans ont été surpris pour construire la ville nouvelle. Et finalement, si le maire avait bloqué l'aménagement, c'était pour différentes raisons. Il y avait des raisons politiques, il y avait des raisons surtout sociales. 50% de logements sociaux. La ville était destinée à en recevoir 70-75%. Actuellement, on a souvent l'image d'une ville assez riche, parce qu'il y a une activité, il y a le dynamisme de diversité, il y a les parcs d'activité qui sont très performants, mais on a 70% de la population qui ne paye pas l'impôt sur le revenu à Villeneuve. Et donc pour nous, ces espaces agricoles, ces espaces nature, ce sont des espaces de robustesse du territoire. Il était évident que quand on a des quartiers hyper denses, et certains quartiers comme celui du Pont de Bois, qui comptent parmi les quartiers les plus pauvres de France, si on prend les indicateurs sociaux, conforter des espaces nature, des espaces récréatifs, c'était essentiel. Voilà, on a considéré que la ville saturait et que son image finalement de technopole universitaire, dynamique, ville du sport, qui avait été conçue au sein de la métropole comme un espace qui devait être aménagé au service de la métropole et, pour dire les choses clairement, de l'île,
Il y a eu une révolution copernicienne qui a opéré pendant près de 30 ans. Aujourd'hui, l'image de la ville, on n'a plus besoin de démontrer qu'on a une ville dynamique ou attractive, c'est un fait, et on ne cherche pas à l'être davantage. Par contre, on s'est imposé comme une ville nature. Notre identité aujourd'hui, c'est une ville dans laquelle vous avez 30% d'espaces qui sont préservés, sur laquelle on plante massivement, sur laquelle on restaure. On est le principal spot de biodiversité de la métropole, et on est présent d'ailleurs avec pas mal d'acteurs du territoire ici. Et on a toute une série de petits exemples qui forment le patchwork autour de cet aménagement. Donc effectivement, on va en parler. C'est surtout par le biais de la préservation d'une logique systémique qui traverse toutes les politiques publiques qu'on a entrepris d'aménager et de travailler sur les terres agricoles. Alors, en matière d'aménagement, la SAFER, ça veut dire Société d'aménagement, donc forcément, bon, on en fait. Sachant que notre aménagement, il était au départ quasiment exclusivement agricole, c'était une mission dévolue par l'État à la SAFER, avec un second rôle qui était sur la maîtrise d'un marché foncier agricole, notamment au niveau des prix. Sont venus se greffer là-dessus en 1990 une loi qui incitait, permettait à la SAFER de prêter son concours aux collectivités, donc pour d'autres formes d'aménagement, c'est-à-dire en gros pour que l'urbanisation puisse se faire en douceur, c'est-à-dire en compensant les agriculteurs, en faisant des pré-études avec, on n'est pas les seuls là-dessus, j'ai les chambres d'agriculture, des études avec sur un territoire pour voir où est-ce qu'un projet était le moins dommageable pour l'agriculture. Et puis, plus récemment, fin des années 90, et c'est quelque chose qui est de plus en plus prégnant, c'est une mission environnementale. De toute façon, quoi qu'on fasse aujourd'hui, on a un pied dans l'environnement, donc effectivement, on intervient, et souvent avec les collectivités, au niveau de l'environnement. Et du coup, donc pour le CERD, le Centre ressources de développement durable, avant de répondre en quoi on travaille sur l'aménagement, je vais peut-être un petit peu repréciser nos missions parce que j'ai assez conscience que outiller et accompagner les acteurs dans leur transition, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc en fait, le CERD, Centre ressources du développement durable, on est un groupement d'intérêt public dans lequel dans notre gouvernance, il y a plusieurs entités, mais il y a notamment l'État, la région Hauts-de-France et l'ADEME. Et donc, nos missions, en fait, sont d'intérêt public. Donc, quand on dit qu'on outille et qu'on accompagne les acteurs de la région dans leurs projets de transition, en fait, l'idée, c'est déjà, quels acteurs? En fait, techniquement, on cherche à s'adresser un peu à tous les types de publics. Dans les faits, on est une petite équipe et du coup, nos cibles principales, c'est quand même les territoires, les collectivités et autant que possible, derrière, on a souvent en ligne de mire les élus locaux, en se disant que, quel que soit le sujet, des transitions qu'on aborde, les élus locaux ont un rôle à jouer qui est vraiment essentiel, pour mettre en œuvre des projets politiques ambitieux dans les territoires et faire en sorte qu'il y ait des vrais changements qui s'opèrent. Donc voilà pour les cibles et après ce qui est de outils et accompagner, en fait, on peut le résumer un petit peu en 3 pans. Il y a un premier pan de notre action qui cherche à tout simplement à informer nos publics, en fait. Donc on a un gros travail de veille et de production de ressources. Notamment, on a un site internet, qu'on essaye de d'avoir fourni, vous pouvez y retrouver plein de rapports, de tout type d'acteurs et cetera. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de diffuser l'information au maximum sur les enjeux de transition. Ensuite, il y a un autre pan de notre action qui est d'essayer d'inspirer les acteurs, et ça, ça passe par notamment la valorisation des retours d'expérience. En fait, on essaye de trouver des acteurs qui portent déjà des projets et on va, valoriser ces expériences-là pour pouvoir, inspirer d'autres personnes à passer à l'action, voilà, en bénéficiant de ces retours d'expérience. Et le dernier pan après, c'est vraiment, d'accompagner un peu l'action, soit, en faisant un peu du suivi de projet quand, c'est dans notre champ de compétences et qu'on en a les moyens, soit sinon en aidant, les personnes à trouver d'autres acteurs qui pourront les aider, les collectivités qui pourront du coup trouver d'autres acteurs capables de les soutenir dans leur projet, la conduite de leur projet. Ça, c'était un peu juste pour le cadre et du coup, le lien avec l'aménagement dans tout ça,
En fait, au CERD, on essaye d'avoir une approche la plus transversale possible des enjeux de transition. Et donc on a plusieurs programmes thématiques de travail. On a tout un programme évidemment sur les questions du climat, et de plus en plus notamment sur la question spécifique de l'adaptation au changement climatique. On travaille sur les nouveaux modèles économiques, on travaille aussi sur, l'agriculture et l'alimentation durable, et cetera, et cetera. Et en fait, il y a, à peu près 2-3 ans, on a, commencé un nouveau programme sur la sobriété foncière et du coup, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que, c'est moi, en l'occurrence, qui ai porté ce programme-là. Et en fait, pourquoi la sobriété foncière? L'idée a émergé, enfin, en tout cas en interne CERD, en fait, de travailler sur ce sujet-là à peu près en 2021, à la fois parce que, globalement, on était dans le contexte d'adoption de l'objectif de zéro artificialisation nette au national, qui du coup, en fait, de fait, a mis sur le devant de la scène cette question de l'aménagement et de comment est-ce qu'on allait se mettre, au niveau national, en ordre de bataille pour, transformer notre manière d'aménager le territoire, et atteindre, du coup, la zéro artificialisation nette en 2050. Donc ça a posé beaucoup de questions dans les territoires qui, soudainement se sont retrouvés, un petit peu, confrontés à ce changement de pratique et du coup, on demande aussi, d'aide et puis d'orientation et de savoir quoi faire et comment le faire. Et aussi plus là, en interne au CERD, en 2021, en fait, on a fait une production papier sur les limites planétaires, qui est toujours disponible et je vous invite à la lire si vous le souhaitez. Et en fait, en faisant ce travail-là, on s'est rendu compte que parmi les limites planétaires qui sont déjà dépassées aujourd'hui, il y en a une dont on parle relativement peu, comparée à d'autres qui sont plus connues sur le changement climatique, par exemple, ou l'érosion de la biodiversité. C'est la limite planétaire du changement, d'utilisation des sols, qui en fait fait partie des limites planétaires qui sont dépassées depuis, très longtemps déjà, qui sont largement dépassées au niveau mondial, et qui posent, problème à enfin qui de fait posent problème. Heu et en fait, on s'est dit que c'était quand même problématique de si peu parler de ce sujet finalement et notamment parce que c'est un enjeu, global, mais c'est aussi un enjeu local et toutes les questions autour de l'artificialisation des sols, l'ont bien montré, quoi. Voilà, c'était peut-être un peu long. Merci. Merci, du coup, c'est plus clair, de voir d'où vous parlez aussi. Donc on a 3 acteurs différents, mais peut-être là où vous vous rejoignez, c'est, vous accompagnez des collectivités ou vous êtes dans une collectivité. D'où ma prochaine question, sur les collectivités. Quel pont vous voyez entre, urbanisme et agriculture? Quelles, difficultés à faire ce pont ou quelles opportunités quand on y arrive? Enfin, qu'est-ce que ça vous évoque, voilà. Je te laisse peut-être commencer Ouais, je et commence? puis OK. Alors moi, mon regard, il est, enfin, c'est pas forcément il correspond pas à l'entière réalité, c'est un regard et un témoignage. Mais, moi, j'ai l'impression que quand même s'il y a une conscience générale qu'il y a des liens, évidents entre les enjeux d'aménagement du territoire et les enjeux agricoles, dans les faits, les ponts sont pas réellement faits en interne des collectivités. Tout simplement, enfin, une des premières raisons, c'est que souvent, en fait, c'est des services différents qui s'occupent de ces questions-là. Et qu'aujourd'hui, l'interservice dans les collectivités, c'est pas toujours facile, voire des fois, c'est inexistant. Donc c'est le cas sur les enjeux, ben, aménagement et agriculture, mais c'est le cas sur plein d'autres enjeux, hein. C'est pas, pour blâmer uniquement ces services-là. Donc je pense que c'est assez, peu fait. Je pense que les services, alimentation, agriculture, ils ont plutôt conscience quand même qu'il y a un lien, de fait avec les enjeux d'aménagement et souvent ils ont conscience de ce lien-là parce qu'ils le subissent en réalité et que en fait, quand, il y a des projets d'aménagement qui sont en discussion, en débat, souvent ils sont perdants, et en fait ça va se faire, sur des terres agricoles ou autres et donc, voilà, ils subissent un peu ça. L'inverse est peut-être un petit peu moins vrai, mais enfin l'inverse, je veux dire de la conscience par les services d'aménagement et d'urbanisme des enjeux que peuvent rencontrer plutôt les services agriculture, peut-être un petit peu moins vrai. Mais je pense qu'en fait ça dépasse aussi ces services-là et que si on voulait, même, élargir la question et revenir à cet enjeu de qualité des sols dont on a parlé beaucoup ce matin, il faudrait en plus aller intégrer d'autres services,
comme les services de développement économique, les services de transition écologique, les services qui gèrent la qualité de l'eau, et cetera, quoi. Donc, je pense que globalement, les ponts sont compliqués, que c'est quand même fait, que ça tend à être fait de plus en plus aussi. Et ça, c'est quelque chose de positif à souligner. Et aussi pour un petit peu, quand même, ne pas blâmer uniquement les collectivités. Je pense que ça, en fait, ça se comprend aussi que ça se fasse peu ces ponts-là, parce que c'est, un des sujets qui sont, complexes en eux-mêmes. Et en fait, voilà, je viens de dire tout ça, mais en interne au CERD, on a nous-mêmes des programmes séparés et on est 2 chargés de mission séparés sur les questions, du coup, sobriété foncière et sur les questions agriculture, alimentation. Et on essaye, de travailler ensemble le plus souvent et de se croiser, mais de fait, on est quand même 2 personnes, différentes, quoi. Donc c'est pas uniquement au sein des collectivités que les enjeux là sont séparés. Alors, quel pont voyez-vous entre urbanisme et agriculture au sein des collectivités? C'est la question. Alors, déjà, si on tire les collectivités, entre urbanisme et agriculture, c'est pas des ponts, hein, c'est de la compétition. C'est l'un prend la place de l'autre, hein. Monsieur Estager l'a dit, et Villeneuve s'est fait sur l'expropriation d'un certain nombre d'agriculteurs. Voilà, il n'y a pas de secret. On est dans une région, ça a été présenté tout à l'heure, riche d'un point de vue agricole. On a une SAU qui est importante par rapport à la surface de la région. Le pendant de ça, c'est qu'on n'a pas beaucoup de forêts. Ben ouais, forcément, on a beaucoup de villes, on a beaucoup d'agriculture. Du coup, on n'a pas beaucoup de forêts. Euh, Au sein des collectivités, alors nous on voit de tout, c'est-à-dire que vous avez une réunion, alors on a laisse affaire à des conventions de surveillance du marché foncier et de stockage de terres pour compenser les projets. Avec, je pense, dans le Nord-Pas-de-Calais, je pense qu'on couvre tous les 2 départements et dans les départements Picard, il y a une assez bonne couverture aujourd'hui. Donc on rencontre régulièrement les collectivités. Vous avez une réunion avec la MEL, ben, vous avez 12 personnes de 12 services différents, il y en a 3 qui parlent, les 9 on ne sait pas qui c'est. Voilà. Et puis dans des petites communautés de communes, ben, vous voyez que le président parce que c'est lui qui s'occupe du foncier, de temps en temps c'est un agriculteur lui-même, donc c'est son truc, et puis vous avez affaire qu'une personne. Voilà. Effectivement, dans une même collectivité, aujourd'hui, entre les compensations de zones d'activité et puis la volonté de faire des PAT, il peut y avoir une compétition entre services dans une collectivité. C'est pas nous qu'on veut choisir. Voilà, il y a des élus pour ça, heureusement. Euh, mais effectivement, des fois, c'est très cloisonné. Alors, je confirme ce qui a été dit sur le fonctionnement en tuyau d'orgue et la difficulté de mettre en lien de façon transversale les services sur ces questions-là, et plus particulièrement dans une ville comme Villeneuve d'Ascq et avec une interco comme la MEL, où la question de l'agricole, c'est au milieu de la méfiance, parfois de la défiance. C'est-à-dire, on n'est pas du tout sur des sujets qui sont des sujets porteurs. À Villeneuve, je vous l'ai dit, le monde agricole alors le monde agricole, les terres agricoles et les espaces nature ont été des outils, des leviers de résistance à l'urbanisation. Donc le premier réflexe du maire, ça a d'abord été de planter énormément. On a 400 000 arbres sur le domaine public pour empêcher certaines opérations immobilières à venir. Et ensuite, de conforter l'image du monde agricole, mais pas forcément en travaillant dessus, parce que finalement, les agriculteurs sur Villeneuve d'Ascq, très compliqué de les mobiliser, un peu dans leur coin dans un premier temps. Et on a avancé sur des totems qui sont des identifiants de la ville, installation du musée de plein air, qui regroupe le patrimoine, notamment rural, en bâti, à la limite de Villeneuve, le Verger Conservatoire, qui est l'une des pépites nationales qui abrite les plus belles collections de fruitiers, pommiers, poiriers à la ferme du Héron, autour du lac. Là sont des terres agricoles sur lesquelles on les a données au Verger Conservatoire pour dire planter, voilà, et vous allez sanctuariser ici 5 à 6 hectares de terres qui ont été plantés. On a eu toute une série d'aménagements comme ça, et finalement,
la vraie question, ça a été de faire le lien entre les services. Et nous, l'entrée pour travailler le monde agricole, ça a été l'entrée écosystémique avec la biodiversité et la dimension patrimoniale au sens historique du terme. Moi, il se trouve que dans la vraie vie, je ne suis pas seulement adjoint en finance, je suis prof d'histoire et j'ai fait une thèse sur les dynamiques forestières sur les anciens terrains viticoles dans l'est de la France. Et donc, je connais particulièrement ces dynamiques d'accrus forestiers aux dépens des terres agricoles. Et on tient à Villeneuve, sans juger, sans jeter la pierre, le remembrement dans l'histoire du XXe siècle comme peut-être la plus grande catastrophe écologique du fait des conséquences induites sur la biodiversité. Officiellement, 600 000 km de haies arrachées, et sans doute à 1 ou 2 millions en réalité, si on intègre le piquet de pâture traditionnel. Et on s'est mis à restaurer, nous, en plantant tout simplement, en plantant des haies. Et la logique n'était pas une logique uniquement biodiversitaire, c'était une logique aussi culturelle avec nos musées, avec nos écoles, parce que ce sont des lieux de démonstration, de récréation, des lieux de démonstration, de promenade. Aujourd'hui, la plaine du Héron est en train de se transformer complètement. On a recréé un bocage. On a préservé 600 sujets que sont les sols têtards. On a l'une des plus belles collections dans le nord de saules têtards et on les a non seulement préservés, on en a qui ont plus de 150 ans, on en a replanté pendant ce mandat pas loin de 400. Alors aujourd'hui, ils sont gros comme le poing, mais ce patrimoine-là, on l'explique en emmenant les écoles et en disant, ben voilà, vous avez un musée à ciel ouvert, c'est pas la peine d'aller dans l'Avesnois pour aller voir du bocage, pour aller voir des saules têtards, et quand vous voulez visiter un tout petit écosystème, mettez-vous au pied d'un arbre, et vous allez voir ici de la chouette chevêche, de la chouette hulotte, du triton, de la grenouille, voilà. Et on communique énormément là-dessus, et c'est par l'entrée récréative, l'entrée culturelle, l'entrée pédagogique qu'on a abordé finalement les terres agricoles, parce qu'à un moment, nous est revenu un peu en boomerang, quelques remarques d'habitants qui nous ont dit mais ce que vous faites là c'est très très bien, mais regardez les terres que vous avez à Plaine du Héron. Vous avez de la betterave, vous avez de la sous-location, c'était évoqué, aux Belges qui viennent et qui travaillent comme on sait comme ils travaillent, voilà, et je ne veux pas les Belges, hein, mais voilà, la culture industrielle qui n'a rien à faire là. Alors c'est pour ça que je disais, quelle est la place de Villeneuve dans votre débat? J'appréhenderai pas du tout la question des terres agricoles de la même façon au milieu de la Picardie et dans une aire urbaine hyper dense sur laquelle on a besoin d'espaces comme ça récréatifs. Le lac du Héron, c'est l'espace le plus visité de la métropole lilloise. Ça peut dépasser les 10 000 usagers par jour au printemps. Voilà. Et donc, si on ne crée pas autour de ça un environnement qui est aussi un environnement pédagogique, un environnement récréatif, posez-vous la question de savoir si vous voulez emmener votre môme voir des grenouilles, voir des sauterelles, des choses extrêmement simples, hein, un lapin ou une perdrix, où vous allez dans la métropole. C'est pas gagné. Hein. C'est pas gagné. Bah, aujourd'hui, vous pouvez le faire en vous promenant autour du lac, parce qu'on a travaillé énormément avec les paysans pour recréer ces espaces-là, et avec aussi une donnée extrêmement importante sur l'urgence écologique. Quand on mobilise sur le climat, les résultats, on ne les aura pas. La partie est déjà perdue très largement. On sait qu'on prendra un coup sur la tête terrible. La question, c'est de savoir quelle sera l'intensité du choc. Mais tout ce qu'on mettra en œuvre pour lutter contre le réchauffement climatique, ça sera très dur de percevoir réellement les effets. La biodiversité, vous prenez un terrain complètement stérile ou quasiment stérilisé par des cultures industrielles, vous le traitez, en 3 ans, vous avez à des fins biodiversitaires, en 3 ans, vous avez des résultats absolument remarquables. Et ça, c'est un élément aussi de démonstration de la mobilisation des usagers, que ce soit l'acteur privé, celui qui a chez lui un petit bout de jardin engazonné avec une haie de cyprès qu'on essaie de bannir dans la commune, en lui disant vous pouvez faire des choses intelligentes et restaurer la biodiversité chez vous. Au bout de la chaîne, des espaces très conséquents que sont les espaces agricoles. Et je pense qu'on va en parler quand on va aborder la question des BRE. Merci. J'ai entendu compétition, méfiance entre urbanisme et agriculture, aussi des ponts par les sols, en parlant des sols, en parlant de biodiversité, ici dans un contexte urbain. En tout cas, il y a une influence de l'urbanisme vers l'agriculture et inversement. On a vu juste avant les difficultés qu'il pouvait y avoir pour accéder à la terre, accéder au foncier pour des agriculteurs, des agricultrices qui souhaitent s'installer. En quoi l'urbanisme, l'aménagement ont un impact sur ces difficultés d'accéder à la terre? Est-ce qu'il y en a un? Et je pense peut-être d'abord à la SAFER pour répondre à cette question.
En quoi l'urbanisme? L'aménagement, les collectivités de manière générale, enfin, en quoi ça impacte la difficulté pour s'installer? Il y il y a, enfin, il y a quelque chose qui est quand même très utile aujourd'hui, c'est les PLU, c'est les plans locaux d'urbanisme. Au moins, ça fixe les usages prioritaires. Ce qui n'a pas été le cas pendant très longtemps, hein. Il y avait des cartes communales, c'était vague, on pouvait construire, on ne pouvait pas construire. À partir du moment où c'est flou, ben, tout le monde spécule. Aujourd'hui, les documents d'urbanisme, c'est le drame de la Belgique, hein. C'est comment en Belgique on peut construire un peu comme on veut. À ce moment-là, tout terrain devient terrain à bâtir potentiel. Quand on est le prix du terrain à bâtir par rapport au terrain agricole, ben, il n'y a pas photo, les gens n'y vendent pas. Donc ça, le PLU, il a le mérite de fixer les choses dans la magie. Après, il y a il y a une doctrine, hein, éviter, réduire, compenser, c'est-à-dire éviter d'urbaniser. Le réduire, quand il y a un projet d'urbanisation, c'est de le réduire au maximum. Et puis, en dernier recours, compenser. Il y a des collectivités qui vont droit à la compensation. Il y en a qui font l'effort de voir ce qu'elles peuvent faire. Et puis, aujourd'hui, il y a une structure nouvelle qui s'appelle la CDPNAF, qui est sur de veiller à la consommation des terres agricoles et qui fait son boulot. Ben, voilà, il y a des avis négatifs qui sont rendus sur certains projets et effectivement qui bloquent les choses. Euh, voilà, maintenant, au niveau de l'urbanisme, quand on prévoit une extension et de création d'usines à pommes de terre dans le département du Nord ou du Pas-de-Calais, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait plus de pommes de terre, hein. Et c'est quand même la culture qui est le plus. On a vu tout à l'heure les produits phytosanitaires, c'est quand même le plus gros épandage, peut-être à part l'arboriculture côtière, mais pour verger d'une Alsace qui est bio, c'est la pomme de terre qui subit le plus de traitement. Donc voilà, et là, les permis de construire, des livres. Si on permet à Clairbout de créer une usine, ben, Clairbout, il va faire des pommes de terre et les agriculteurs vont vouloir faire des pommes de terre pour Clairbout. Est-ce qu'il y a d'autres éléments de réponse voilà. Et, en tout cas, il y a des impacts un peu évidents, comme l'artificialisation ou bah, l'implantation d'industries agroalimentaires. On parle presque de vallée de l'Afrique aujourd'hui pour la région. Et, on avait vu aussi tout à l'heure une concurrence d'usage des terres parfois. Il y a peut-être des impacts un peu moins évidents, comme le prix des terres, qui aussi peut être impacté par l'urbanisation. Sur les zonages, on a parlé des PLU. J'ai en tête des collectivités qui souhaitent installer quelqu'un. Donc, il y a une parcelle libre. On regarde ce qu'on peut faire et puis on se rend compte que le zonage ne correspond pas vraiment et qu'on on peut pas mettre de serre, on peut pas, enfin voilà. Quand on regarde le règlement vraiment du PLU, finalement, ça correspond pas au type de projet que souhaiterait la commune de un maraîchage bio, par exemple. Et donc ça, c'est aussi des choses au moment de l'élaboration du PLU. On n'avait pas une stratégie agricole claire au sein de la collectivité et il n'y a pas eu forcément un lien qui s'était fait à ce moment-là. Voilà, d'autres éléments de réponse. Et donc j'ai une autre question, un peu le pendant, au contraire, comment une collectivité peut permettre des installations et comment est-ce qu'on passe comment on va vers une vision de la terre agricole comme une opportunité de projet aussi pour une commune ou pour une collectivité. Voilà, je vous laisse citer peut-être l'exemple de Villeneuve-d'Ascq. Oui, voilà. Alors à Villeneuve, il y a une double dynamique, hein. Il y a des dynamiques d'abord d'agriculteurs ou d'acteurs sociaux du territoire. L'AMAP, par exemple, qui s'est battu pendant 10 ans pour que l'agriculteur qui produisait à l'autre bout de la métropole puisse avoir son hectare de terre pour qu'on puisse installer à Villeneuve.
On a mis quasiment 10 ans à lui trouver 1 hectare de terre. Nous, notre enjeu, c'est ça, c'est de trouver de la terre. Moi, pendant ce mandat, je me suis battu pour qu'on puisse faire aboutir un projet de viticulture, 5 hectares de vignes, Pinot, Chardonnay, première récolte 2026, première vinification 2027, bouteille envisagée à 8-9 euros, qualité. Il a fallu, pour trouver 4 hectares de terre, batailler avec la MEL, avec des propriétaires, pour qu'on puisse effectivement installer la propriétaire. Et on s'est rendu compte qu'on était dans une espèce de vide juridique, parce que la préfecture nous demandait, pour pouvoir avoir l'autorisation des droits à planter, parce que la vigne c'est extrêmement compliqué, quelle était la rentabilité à l'hectare d'un hectare de vigne dans le Nord-Pas-de-Calais, sauf que la préfecture n'avait pas le chiffre, puisqu'il n'y avait pas d'exploitation professionnelle à ce niveau-là. Il fallait se comparer, donc c'était le serpent qui se mordait la queue. Et à un moment, quand on a eu les autorisations, autre problème sur les terres qu'on avait récupérées, ces terres n'étaient pas labourables. Ces terres n'étaient pas labourables. Or, pour planter la vigne, qui n'est pas une culture qui va être labourée tous les ans, mais on ne laboure même pas. C'est juste un moment où on fait passer un soc pour pouvoir aider à l'importation du cep de vigne. Et donc, tout ça, c'est une série d'illustrations qui vous montrent sur un projet qui est un projet particulièrement ambitieux, un vignoble bio, entièrement borduré de haies, inclusif, puisque les gens qui vont l'exploiter seront des personnes en situation de handicap, et c'est porté par la ville aussi. Il a fallu quasiment inventer le modèle. Et c'est là où on a quelque chose de très particulier pour un espace urbain, c'est que finalement le droit agricole et le droit rural, le droit agricole, il est conçu pour le droit rural, mais il n'est pas conçu pour les terres qui seraient au cœur de ville, où là, il faudrait imaginer un système quand même. Là, le législateur pourrait s'emparer de la question. Tout à l'heure, c'était très bien évoqué en disant quand on a des baux qui se transmettent, on peut quasiment rien faire. Nous, on possède des terres avec des baux sur lesquels on ne peut pas forcément agir pour conduire le paysan à dire cultiver tel type de culture. Il faut les amener, mais on ne peut pas imposer la chose. On va en parler quand on fait les BRE. Le BRE ne permet pas de dire, pour avoir le dégrèvement de la tarification, c'est tel type de culture. Tel type d'aménagement, oui. Tel type de culture, non. Et là, au niveau juridique, alors, je parle bien pour les espaces urbains, il faut effectivement protéger la paysannerie de tous les appétits fonciers, de tous les promoteurs, mais dans des cadres tels que celui de Villeneuve, on aimerait bien avoir un droit beaucoup plus souple qui permette d'initier des projets qui seraient des projets qui permettent d'éduquer, je répète toujours la même chose, à une forme d'appréhension différente du monde agricole. Comprendre que le monde agricole, ça peut être autre chose que la stigmatisation systématique qu'on a dans les médias. Aujourd'hui, on a quand même un monde agricole qui en prend plein la tête, qui est tenu responsable de toute une série de dérives, et il y a des responsabilités à pointer, c'est une évidence. Mais le paysan, à la base, c'est pas lui qui est responsable de ça. C'est le système qu'on lui a imposé. Et on sait que le système actuel, il a été pensé au sortir de la guerre. Il ne faut pas oublier qu'il y avait encore l'enjeu du bol de lait dans les écoles et qu'effectivement, on se posait des questions essentielles par rapport à la dimension alimentaire. Aujourd'hui, il faut vraiment qu'opère une révolution de mentalité. Et nous, on pense beaucoup à la démonstration par l'exemple. Alors, c'est facile à dire, compliqué à faire. Les enjeux ne sont pas les mêmes dans une commune urbaine où, pour être très concret, nous, on travaille avec 12 paysans. 12 paysans et la valeur foncière des terres ou l'enjeu économique, il est picrocolin par rapport à l'enjeu foncier. Voilà, c'est pas la même chose. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec Jean-François Caron sur l'os. Quand je lui disais que nous, on cherche désespérément 1 hectare à trouver, qu'on est prêt à le payer plus de 30 ou 40 000 euros pour y mettre des maraîchers, lui, c'était pas la même problématique. C'est une évidence. Moi, je donne souvent cet exemple pour être très concret. Je vous parlais d'un quartier très minéralisé historiquement de la ville nouvelle, qu'on a entièrement rénové, pas loin avec les bailleurs, pas loin de 100 millions d'euros d'investissement, le quartier du Pont-de-Bois. Et on manque cruellement, à côté de l'université de Lille 3, on manque cruellement de terre nature, de terre pour que les gamins puissent jouer au ballon ou mettre quelques jardins partagés. On a été dans ce mandat jusqu'à aller racheter une parcelle constructible de 6 000 m². On l'a négocié avec la MEL. On a fini par l'acheter à 600 000 euros.
On a mis 600 000 euros pour acheter 6 000 mètres carrés. Mais l'enjeu était de créer un usage social nouveau dans le quartier, parce que ça ne sert à rien de rénover un quartier si on n'arrive pas à créer de nouvelles pratiques. Et on avait besoin dans ce quartier d'un espace de respiration. Donc voilà, les échelles d'investissement ne sont pas les mêmes. Si on est une petite commune rurale, si on est une ville qui a une force de frappe, quand on rénove et qu'on met plus de 100 millions d'euros dans la rénovation d'un quartier avec les bailleurs, on n'est pas à 600 000 euros près pour avoir un grand parc et un espace récréatif à destination des 12 000 habitants qui, eux, n'ont pas un jardin privatif. Et c'est pour ça qu'il y a une vraie réflexion à avoir et il y aura un travail très important à produire au niveau législatif sur le fait de repenser peut-être la finalité des espaces agricoles quand ils existent en espace urbain en fonction de la destination et de l'usage qu'on veut y faire. Alors, vous parliez du PLU. Nous, pendant ce mandat, on a déclassé plusieurs dizaines d'hectares constructibles pour les sanctuariser en espace agricole, en espace nature, parce qu'on veut bloquer, c'est un usage, mais évidemment, limite du genre, parce que quand vous déclassez un espace constructible, un hectare constructible à Villeneuve, on est entre 2 et 3 millions d'euros. Quand vous le passez en termes constructibles, voilà, et toute l'histoire de Villeneuve, c'est ça, hein, c'est 100 millions de mètres carrés, c'est 1 million, pardon, 1 million de mètres carrés constructibles qui ont été bloqués. Donc il y a des enjeux financiers qui sont énormes derrière, il y a des pressions, il y a des lobbies, c'est évident. Et la place de la terre, pas seulement agricole, de la terre boisée aussi, est essentielle dans une commune comme la nôtre, c'est évident. Un hectare de terre agricole à Villeneuve d'Ascq, 20 000 euros l'hectare. Eh ben, écoutez, donnez-moi le propriétaire qui vont tout de suite. Ah, il n'y a pas de marché. Ah, oui, il n'y a pas de marché. Ah oui. Il n'y a pas de marché. Alors effectivement, cette affaire a récemment planté quelques collectivités qui achetaient des terres sur leur territoire en zone agricole, mais à des prix qui étaient pas en rapport avec le marché, pour des projets qui étaient discutables. Voilà. C'est des choses qu'on fait aussi. Alors oui, en matière de ce que peuvent faire les collectivités, je pense que la SAFER est un peu intervenue sur Villeneuve-d'Ascq on intervient auprès de collectivités pour choisir des porteurs de projets, puisque la SAFER est habilitée à ça, c'est-à-dire que quand nous on a quelque chose à vendre, on fait un appel de candidature et qu'on a souvent le choix entre beaucoup de candidats, c'est-à-dire que sur certains gros dossiers, on n'est pas 60 candidats. Il y a une demande à l'installation qui est importante dans la région. Hein. On a eu un dossier avec 35 candidats à l'installation. En fait, c'est énorme. Donc il y a de la demande. Pour les collectivités, ça peut aussi, si elles en ont vraiment, il y a une volonté politique, c'est de faire de l'installation. Alors nous, on a un exemple qui est un peu emblématique, c'est la zone maraîchère de Boivin, puisque ça s'est fait sur des terres qui avaient été acquises par la SAFER en 1996. C'est le reliquat de ce qui n'a pas servi à l'élargissement de la RN 41. Et donc il y a eu une réflexion pendant des années et des années et des années. On se retrouve avec les mêmes problèmes juridiques que vous avez pu avoir, c'est-à-dire que on a été dans des réunions à une époque au début des années 2000 à se poser comme question, voilà, on fait une zone maraîchère de 40 hectares sur Wavrin, où est-ce qu'ils vont habiter les maraîchers? Est-ce qu'on vend une parcelle à une société HLM pour faire des appartements pour les maraîchers? Donc, voilà, il y a eu des réflexions de ce genre, donc c'était vraiment du brainstorming. Et bon, je trouve qu'il y a une réalisation qui est escalée avec un turnover parmi les maraîchers qui sont là, qui est un peu inhabituel en agriculture. Mais c'est peut-être important aussi pour des gens qui accèdent au foncier de façon. Puis là, on va être un peu dans l'esprit terre de liens. Pour des gens qui accèdent au foncier et qui ne sont pas issus, qui ne présentent pas toujours toutes les garanties de réussite au départ, qu'ils ne soient pas propriétaires du foncier, c'est peut-être important. Nous, on a des. Alors, la SAFER installe. Aujourd'hui, à l'échelle de Hauts-de-France, entre 60 et 100 agriculteurs par an.
Il y en a beaucoup, c'est de l'agriculture traditionnelle. Et puis, il y a aussi des gens qui ne sont pas issus du milieu agricole, complètement hors cadre familial et même hors cadre agricole, qui s'installent. Et on leur vend une parcelle qui fait 2-3 hectares. Et puis, ils construisent une maison, ils font un projet, l'escargot, maraîchage, des choses comme ça. Et puis, ils font pas leurs affaires. Et puis, ils restent dans la maison. Et puis, les terres, elles ne servent plus à rien. Alors, ça fait rien cahier des charges pendant 20 ans. Donc, on peut les rattraper. Mais, enfin, vous imaginez, c'est des procédures, c'est des relations qui sont compliquées. Bref, si dans certains cas, la collectivité ou une association comme Terre de Liens est propriétaire, ben, ça permet de ne pas gâcher ce foncier au bout de quelques années. Moi, je ne vais pas pouvoir donner des réponses aussi précises et chiffrées, donc je vais un peu élargir ma réponse et voire même en fait être un poil hors sujet parce que je ne sais pas exactement comment les collectivités peuvent aider à l'installation. Là, ça dépasse un peu mes compétences. Mais moi, ce que je vois, je pense quand même comme levier un peu à travailler en amont pour tendre vers ça, c'est changer le regard de manière plus générale. Et c'est ce que vous avez dit sur comment est-ce. Enfin, il y a un enjeu aujourd'hui à changer les mentalités et changer notre regard pour se rendre compte de l'importance que revêt la question agricole et alimentaire. Et derrière tout ça, la question de la santé de nos sols, de leur qualité et du coup de leur capacité à remplir leurs fonctions écosystémiques, notamment, comme on en a parlé ce matin. Là-dessus, je pense que ça dépasse, enfin, il y a une bonne partie de ce qui est faisable qui est dans les mains des collectivités, mais ça les dépasse aussi. En fait, c'est un changement de regard qui doit être beaucoup plus large que ça. Et je pense que la mise en œuvre de l'objectif ZAN dans la loi climat résilience en 2021, elle a au moins eu le mérite de mettre sur le devant de la scène cette question-là et d'en faire parler en fait et de générer un début de prise de conscience du fait qu'il y a une question qui se pose sur la disponibilité aujourd'hui en France d'avoir des sols de qualité vivants, que ce soit des sols agricoles ou des sols naturels ou forestiers. Après, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails des suites de la loi et de son décret d'application, etc., parce que là, c'est encore autre chose et on peut globalement dire qu'on est un petit peu déçus. Enfin, en tout cas, si on raisonne de ce point de vue-là, mais au moins, ça a mis sur le devant de la scène ce sujet-là. Et je pense que il y a quand même dans la majorité des territoires, ça a vraiment engrangé un début de réflexion. Euh, Chez beaucoup d'élus, dans les services, etc. Et donc, il y a quand même quelque chose qui commence à bouger. Et il faut arriver à tirer un petit peu ce fil-là pour inciter à, même si le contexte législatif évolue et que peut-être que malheureusement, les objectifs chiffrés qui avaient été mis dans la loi finalement vont être amoindris. Il y a quelque chose à essayer de poursuivre pour encourager à tenir ces objectifs-là que les territoires ont pu se fixer et à tenir l'ambition qui avait été partagée et à travailler tout ça. Et du coup, cette idée de changer le regard, je pense que ça passe aussi par arriver à vraiment changer la perception qu'on a de ce qui fait la valeur et le dynamisme de nos territoires. Et aujourd'hui, en fait, j'ai un exemple en tête, c'est notamment du côté de l'agglomération du Douaisis. Euh, c'est une agglomération qui quand même mise beaucoup en fait politiquement. Le projet politique il mise beaucoup sur le développement économique et du coup avec notamment une volonté de développer les offres d'activités potentielles, les services, etc. Et bon, je suis pas là pour juger de l'intérêt du projet politique. Il est tel qu'il est et c'est comme ça. Et en fait, c'est paradoxal parce que du coup, c'est plutôt un territoire où il y a notamment un fort. Enfin, il y a beaucoup d'artificialisation en fait et de développement de gros projets qui prennent de l'espace. Donc, on peut se dire que du coup, a priori, c'est pas un territoire dans lequel on pense la question agricole. Et en fait, paradoxalement, si, parce que c'est aussi un territoire qui porte un projet alimentaire territorial qui est hyper qualitatif
et dont la qualité est reconnue au national par les autres territoires qui portent ce genre de projet. Donc là, on a quelque chose qui est complètement paradoxal et qui montre aussi que, en fait, au sein même des collectivités, il y a quelque chose qui joue de savoir reconnaître la valeur de ce qu'on a et de ce qu'on porte et ce sur quoi on souhaite miser et ce sur quoi on souhaite, enfin, ce qu'on souhaite protéger, pardon, et valoriser. C'est peut-être un peu compliqué. Alors, je voudrais rebondir sur ce que vous dites sur à deux sujets. Au niveau de l'urbanisation, de l'artificialisation, alors vous parlez d'une prise de conscience. Nous, dans les chiffres, on le constate de façon spectaculaire. C'est-à-dire que la baisse d'achat par les collectivités, elle a vraiment chuté de façon incroyable ces dernières années. C'est-à-dire qu'on était sur des chiffres relativement importants il y a 10 ans. On était descendu à 300 hectares ces 2 dernières années, achat par les collectivités. 2024, enfin je viens d'avoir les chiffres, on est au-dessous de 100 hectares. Donc c'est très important. Et les achats hors collectivité, les achats pour l'artificialisation hors collectivité, ont également baissé de façon très spectaculaire. 1200 hectares en tout, enfin y compris les collectivités, hein, en 2022 et 2023. 2024, moins de 750 hectares. Donc je pense qu'effectivement, les politiques ont fait une prise de conscience importante. Sur le Douaisis, moi j'ai travaillé très longtemps dans le Nord. J'ai vécu l'urbanisation de la plaine de l'Olympe pour y implanter Amazon, des choses comme ça. Moi, je connais un peu les élus du Douaisis, enfin de l'époque, mais il y en a qui y sont toujours. J'ai vraiment l'impression qu'ils se donnent bonne conscience quand même. Ils ont artificialisé dans les grandes largeurs, et puis aujourd'hui, ben ouais, on fait des PAT, on essaie d'installer des maraîchers bio sur des terres qu'on a stockées avec eux pendant des années. On leur a dit, non mais c'est pourri de lapin, vous n'allez pas mettre un maraîcher bio dans une parcelle pourrie de lapin. Ben, on a stocké pendant 10 ans, 15 ans, et puis un jour on a vendu pour un autre projet parce qu'il n'y avait pas moyen de faire un maraîcher bio, mettre un maraîcher bio à cet endroit-là. Alors il y a eu des réalisations, effectivement, et voilà, on donne un coup de peinture verte à la fin, hein, mais franchement, il y a eu des dégâts. Sur ce point-là, c'est possible, effectivement. Là, moi, je le soulignais juste quand même pour dire que même si c'est peut-être qu'à l'échelle locale, c'est un peinture verte pour se donner bonne conscience, ça, je ne jugerai pas de ça. Le fait est quand même que aujourd'hui, le PAT du Douaisis, il est assez, il est qualitatif quoi, par rapport. Et il y a beaucoup de territoires qui mettent en place des PAT. Enfin, souvent c'est une personne en fait qui porte le PAT dans les collectivités qui galèrent et pour lesquels, du coup, l'exemple du Douaisis où il y a tout un service, ils sont 7 ou 8 personnes, c'est assez, ça leur met un peu des étoiles dans les yeux. Je dis pas que tout est parfait, je dis pas que ça transforme de A à Z le territoire, effectivement. Néanmoins, il y a quand même une dynamique qui existe et qui, du coup, interroge. Et là le paradoxe est frappant, effectivement. C'est mieux comme ça. On vous a parlé tout à l'heure de la plateforme Récolte. Vous avez du coup pas mal d'exemples de collectivités qui ont permis des installations. Il y a aussi Douaisis Aglo. On va regarder. En tout cas, c'est des collectivités qui permettent des installations, qui vont valoriser par exemple le fait de maintenir des prairies, d'avoir mis en place des baux ruraux environnementaux, donc avec des clauses environnementales dans ces baux, qui est quand même la manière la plus sécurisante pour une personne qui s'est installée, de rester, d'avoir ce bail rural environnemental. Voilà, c'est une autre manière aussi de valoriser un territoire. Terre de Liens, on accompagne des collectivités là-dessus. J'en arrive à ma dernière question qui est plutôt quelle perspective en fait, quels sont les défis à venir sur ce lien entre urbanisme et le monde agricole et voilà, comment donc, c'est la première personne qui souhaite s'exprimer. Je vais faire assez court. Je pense que la perspective dans les années à venir, en fait, elle va être quand même assez similaire à ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que
On va continuer à avoir des enjeux d'arriver à croiser les thématiques, à faire travailler ensemble les différents services, par exemple dans les collectivités, etc. Mais je pense que, et je vois aussi deux choses qui, à mon avis, vont prendre de plus en plus de place, et notamment au regard d'enjeux de transition écologique. On en a parlé ce matin, et c'est noté dans le rapporteur de lien. Il y a aussi d'autres enjeux en fait qui vont rentrer dans la danse entre guillemets, notamment la question de les eaux de production dont on va avoir besoin pour conduire nos transitions écologiques. Sur l'agriculture, ça va être des productions agricoles non alimentaires. Du coup, quelle équation on fait? Comment on gère tout ça? Est-ce que les élus en ont conscience aussi de se dire, en fait, aujourd'hui, on doit protéger nos terres agricoles pour toutes ces raisons-là et pour nous nourrir et pour potentiellement accueillir d'autres productions, je ne suis pas sûre. Et un autre enjeu que je vois, c'est la question de l'adaptation au changement climatique. En fait, aujourd'hui, la région aujourd'hui en 2022, il y a 63% des communes de la région Hauts-de-France qui sont déjà exposées à un risque climatique. Et cet indicateur-là, il se base sur 3 risques en particulier, c'est la submersion marine, le risque, inondation et le retrait-gonflement des argiles. Du coup, sur, certains territoires, il y a des enjeux très concrets d'aménagement du territoire qui se posent et les territoires du Pas-de-Calais, du côté de Blandec et cetera, qui, se sont pris, je sais plus le nom, c'était 5 ou 6 inondations, coup sur coup, massives, l'an dernier. Là, très concrètement, il se pose la question de se dire, qu'est-ce qu'on fait et où on se déplace, qu'est-ce qu'on va aller où est-ce qu'on va aller en fait, concrètement? Et donc on réfléchit à ces questions-là, on commence tout juste à réfléchir à ces questions-là sur les enjeux d'aménagement, dans les territoires qui sont soumis au risque d'inondation ou à la submersion marine, mais on ne le réfléchit pas sur les enjeux agricoles, je pense. Et en fait, on ne va pas pouvoir se dire juste, les zones à risque d'inondation, c'est plus aménagé, mais du coup, on le laisse pour des ENAF, quoi, et notamment des espaces agricoles. Moi, je suis pas agricultrice, et très franchement, j'y connais rien, mais des terres, qui sont, inondées, 3 mois dans l'année, on ne fait pas pousser grand-chose, je pense. Donc va aussi y avoir cette question-là de se dire, comment on dans une perspective d'adaptation au changement climatique qui va de fait nous pousser à repenser profondément l'aménagement de notre territoire, comment on pense, de front plusieurs questions dont le logement, l'activité économique, etc. Et aussi l'espace qu'on laisse à l'agriculture. Euh, alors la submersion marine, on y est, hein. Nous, on a compensé un agriculteur pour 40 hectares. Celui du Pas-de-Calais, je ne sais plus si c'est à côté aussi, ou je ne sais plus où, mais voilà, 40 hectares parce qu'on fait des digues pour empêcher la mer de rentrer, et ça prend 40 hectares de terre agricole. Donc on a compensé un agriculteur pour ça. Et il y a d'autres projets du côté de Terre d'Algan, c'est-à-dire le Cabinet. Donc la submersion marine, on y est. Les zones d'expansion de crues pour combattre les inondations, ça fait longtemps qu'avec les collectivités, la SAFER y travaille pour trouver des terres et les compenser. Alors les zones d'expansion de crues, selon la façon dont c'est fait, c'est pas incompatible avec l'agriculture, mais de l'élevage. Et nous, on a une volonté à la SAFER de préserver l'élevage dans la région. Sûrement des végétariens, mais bon, il y a des gens que voilà, c'est quand même les prairies, c'est un milieu ouvert au niveau de ça a plein d'intérêts au niveau de la biodiversité, la façon dont c'est géré aussi. Mais les zones d'expansion de flux, elles sont compatibles avec l'élevage. Encore faut-il qu'il reste de l'élevage dans ces secteurs-là. Sur les productions non alimentaires, tout à l'heure, on parlait de ce que la région pouvait produire par rapport à la population. Et puis, dans le groupe de travail qui avait avec les cartes là tout à l'heure, j'ai vu la réflexion
Ben oui, mais il y a des cultures qui ne sont pas alimentaires et puis qui occupent du terrain et puis qui sont importantes pour la région. Le lin, peut-être demain le chanvre. Le lin, si on fait pas, si les Normands et les nordistes font pas de lin, ils sont faits nulle part en France. Hein. On n'a pas, il n'y a pas beaucoup de choix pour aller. Il faut qu'il pleuve régulièrement à des tard en saison, à l'été. À part le Nord-Pas-de-Calais et la Normandie, qui est la première région pour ça, euh, ben, le lin, on n'ira pas le faire ailleurs. Donc, et je pense que le lin, il a des qualités pour l'avenir au niveau de l'environnement qui sont super importantes. Donc, on ne peut pas non plus baser sur l'environnement. Il y a des choses qui sont importantes à ce niveau-là. Pour une dernière réflexion sur l'urbanisation. Alors, je vous ai dit que l'urbanisation, enfin, l'artificialisation des sols décroissait, donc ce qui est très bien. N'empêche que quand il y a encore de l'artificialisation des sols, aujourd'hui, non seulement ça empiète sur le domaine agricole, sur la SAU, mais en plus, il faut faire des compensations environnementales. Il y a quelques années, les agriculteurs ils se plaignaient, de la plaine de Louvain-Planck, quand il y a une zone d'activité ou un lotissement qui se fait, c'est toujours dans les bonnes terres. Ça coûte moins cher de faire dans les bonnes terres que dans des moins bonnes. Et donc les agriculteurs, ils râlaient, ils disaient faites plutôt vos projets dans des mauvaises terres. Aujourd'hui, la réflexion, enfin, c'est une boutade sans en être une. Hein. C'est s'il y a un projet d'urbanisation, il vaut mieux qu'il se fasse dans les bonnes terres, parce que il n'y a pas d'enjeu écologique en général, donc pas d'enjeu environnemental, et donc il n'y aura pas de compensation environnementale. Si vous faites votre lotissement dans 2 hectares de terre un petit peu humide, on va vous demander d'aller recréer 6 hectares de terre humide, enfin de pâture humide dans un secteur de bonne terre. C'est comme ça que ça marche. La RN2 entre Havane et Maubeuge, 50 hectares d'emprise de la route, de l'élargissement de route, 150 hectares de mesures environnementales. Voilà, donc pour les agriculteurs, tout ça, c'est la double peine. Il y a effectivement des tas d'exemples qui me viennent en tête de double peine, des endroits où sur Villeneuve on a restauré des zones humides, on les a créées parfois. On a pu observer le retour du triton crêté, par exemple, qui est une espèce cible qu'on veut restaurer, et où des fois on a en retour le fait qu'on ne peut plus intervenir parce que justement il y a du triton crêté qui est présent. Et on l'a implanté, on l'a restauré, et aujourd'hui il peut être un obstacle à d'autres aménagements, mais bon, c'est un peu le paradoxe de la chose. Moi, je pense qu'il ne faut pas. Alors, je raisonne à l'échelle d'une ville comme Villeneuve d'Ascq. Ce que je dis n'est pas forcément valable pour une commune rurale. Ne surtout pas opposer, nous aujourd'hui, le monde paysan et les logiques d'aménagement ou d'éducation populaire. On n'oppose pas le monde agricole et les politiques publiques en termes d'aménagement, très clairement. Au contraire, c'est un levier. On parlait tout à l'heure de l'installation des paysans. Pour installer un paysan, il faut qu'il ait une ressource qui soit sanctuarisée, qu'il ait l'assurance que les lapins ne vont pas venir effectivement bouffer les choux quand ils s'installent en maraîchage. Nous, l'une des actions qu'on a systématisées, tous nos paysans avec qui on travaille main dans la main pour restaurer les haies, pour créer des mares sur leurs parcelles, on leur achète des prestations. On les inscrit dans les journaux du patrimoine, par exemple, et on achète des prestations pour faire visiter l'exploitation, animer, faire travailler. On a un programme de la graine à l'assiette ou dans nos centres sociaux, quand on veut faire une éducation à la santé, à la parentalité, sur la cuisine pour les jeunes enfants, ça commence le matin, on va chez le maraîcher, on va déterrer le poireau directement et on regarde, on en profite pour observer les animaux qui sont sur la parcelle. On rentre ensuite dans le centre social, dans la maison de quartier, on travaille, et le paysan est associé à la chose. Et c'est des éléments de sécurisation finalement aussi. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas opposer. Alors, à l'échelle d'une ville, on a ces leviers, on peut le faire. C'est pareil pour les éleveurs. Les éleveurs, il y a un éleveur chez qui on a planté 2,7 km de haies hyper qualitatives. Cet éleveur, il est systématiquement mobilisé pour pouvoir ici intervenir en prenant des chevaux de trait
pour faire des animations, et ça sanctuarise. C'est comme ça que sa fille a pu s'installer. Elle était sur un équilibre précaire. On a parfois des installations où pendant 1 an ou 2, le paysan va quasiment pas se payer de salaire, en réalité, hein. C'est parfois très compliqué. Il faut qu'il ait l'assurance de pouvoir avoir sur le territoire une réponse. Alors la collectivité, bien sûr, le monde associatif, les Amapiens, c'est ça, hein, c'est dire à un moment on est capable d'aider un paysan et de dire on n'est pas là uniquement dans un rapport de consumériste, on paye, on veut ça, non. Nous, on a mis en place un système avec des maraîchers et des producteurs de petits fruits où on a un peu sur le modèle des AMAP garanti pour le personnel municipal l'achat de paniers tous les mardis. Vous pouvez commander un panier et des maraîchers qui se sont mis en groupement, ils sont 4, produisent un panier de victuailles bio aménagées. L'idée, c'est pas uniquement un petit plus pour le personnel municipal, mais c'est de se dire on a potentiellement 1200 agents équivalents temps plein à la ville. Bah, si on peut garantir et lancer la chose, c'est évident qu'à un moment, la seule contrainte que nous aurons, ça sera celle de la production. Si on n'arrive pas à alimenter la demande, et si dès le départ on dit on a une demande qui est là, dans des quartiers, développer des petits marchés, le personnel municipal, c'est une clientèle qu'il faut développer. Si on arrive, nous, en tant que collectivité, avec les usagers, avec les habitants, à dire on vous consolide une demande, la production, après, ça doit aller très vite. Ça sécurise. On a eu le même exemple, et là, pour le coup, la personne va arrêter parce que ça n'a pas complètement pris, sur la production florale. Vous savez que si vous achetez une rose du Kenya, vous avez l'un des produits les plus cancérogènes qui soit aujourd'hui. La production florale, nous, on commande régulièrement des fleurs pour des manifestations. On s'est appuyé sur une horticultrice qui, à un moment, a dit bah, je vais faire de la fleur locale, de saison, sans traitement. Elle compense avec une créativité dans ses compositions. Et vous ne trouverez pas une tulipe bidon ou une rose qui vient de l'autre bout du monde pour faire la composition. En l'occurrence, la commande municipale l'a aidé à s'installer à un moment. Et puis ça n'a pas complètement pris parce que voilà, le bouquet de roses à 2 euros à Auchan, ça reste une réalité qui fracasse. Et c'est là aussi où on a une éducation à produire. On en revient toujours aux mêmes éléments. N'achetez pas votre kilo de fraises à 5 euros au mois de février quand il est importé. Apprenez à l'acheter au bon moment. Votre fleur, achetez pas un bouquet de roses, achetez une rose. Payez un peu plus cher si elle est de qualité et qu'elle est produite localement. Voilà. Et ça, c'est un discours qui est très important de tenir en intégrant aussi, et je le dis en étant à Villeneuve et je l'ai dit en propos liminaire, en intégrant la dimension sociale. Il faut que ce modèle-là ne soit pas excluant. Il ne faut pas avoir un modèle qui soit un modèle, si je caricature un peu, bobo, écolo, CSP+. Voilà, il faut être capable de parler et d'aller chercher les acteurs sociaux dans les quartiers, dans les milieux les moins favorisés, les plus fragiles. Et nous, c'est ce qu'on essaie de faire. Et la consolidation de l'installation de maraîchage à Villeneuve, elle se fait sur ce public-là. Voilà. Et malheureusement, par les temps qui courent, on sait qu'il y a de l'avenir pour cette demande-là. Bon. Ben, merci beaucoup à tous les trois pour vos contributions et votre participation à cette table ronde. Je ne vais pas vous tenir trop longtemps, mais je vais dire quand même un petit mot de conclusion. D'abord, je voudrais remercier Anthony Galliano, ici présent, grâce à qui on a un enregistrement de toutes ces, de toutes ces vidéos et que vous pouvez retrouver les contenus ensuite sur notre site internet. Et sinon, je voulais faire en fait plus que redire en conclusion, parce qu'on a eu beaucoup de contenu aujourd'hui et je pense que voilà, il y a eu beaucoup de débats, beaucoup d'échanges formels et informels. Ça a bien confirmé en tout cas l'intérêt de l'enjeu soulevé et que voilà, il y a beaucoup de choses à poursuivre sur ces sujets. Un enjeu politique, économique, social, voilà, qui sera à suivre. Je voulais peut-être faire un petit mot sur l'université. Donc moi, pour rappel, je coordonne la chaire Métroforum côté Université de Lille. Et en ce moment, l'université, elle se structure pas mal sur la question des transitions. Et donc, il y a plusieurs grandes instances, on en a discuté avec certaines personnes, et c'est vrai que parfois de l'extérieur, c'est pas hyper clair. Il y a notamment le GREC, le groupement régional d'experts sur le climat qui s'est lancé là il n'y a pas longtemps, et qui aussi a une vocation à travailler avec les acteurs du territoire sur ces gens, à l'échelle de la région, mais donc aussi à des infra-échelles sur ces questions. Après, il y a l'ITES, l'Institut pour les transitions environnementales et sociales,
travaille à l'échelle de l'AMEL et qui surtout coordonne au sein de l'Université de Lille les questions environnementales, des transitions environnementales et sociales. Donc, c'est aussi des choses à suivre et regarder un petit peu ce qui se passe à ce niveau-là. Et il y a les 7 chaires objectifs de développement durable que je ne vous détaillerai pas ici, mais vous pouvez retrouver sur le site internet de l'université, mais dont fait partie Métroforum. Donc, parce que nous, on est sur l'objectif de développement durable 11, ville et communauté durable, et sur les transitions urbaines et métropolitaines. Donc ça, c'était un petit peu pour vous dire tout ce qui structure sur la question des transitions et aussi en lien sciences-société à l'université. Et donc, comme aujourd'hui, vous étiez beaucoup d'acteurs, actrices, d'associations, entreprises, collectivités, voilà, je pense que c'est important voilà, que ça se fasse connaître pour poursuivre les échanges suite à ce genre de journée, en fait, qui sont un peu des moments clés. Mais le but, c'est aussi peut-être de construire des projets de recherche-action. Enfin, voilà, ça a vocation vraiment à s'ancrer dans une démarche plus globale, une dynamique de lien sur ces questions entre recherche et reste de la société. Donc moi, après ça, j'ai tous vos contacts. Déjà, je verrai un petit peu comment lancer des pistes. N'hésitez pas non plus à revenir vers nous si vous avez des envies, des idées de partage, de contenu. Enfin, voilà, c'est assez ouvert. Et donc, voilà, c'était pour vous ouvrir la porte pour les suites. Donc, et merci évidemment à Terre de Liens avec qui on a co-construit cette journée. On incarne par cette journée la collaboration université et association. Donc, ça, c'était une belle expérience pour nous. Merci.